À la une de cette édition Santé, restauration des capacités de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux. Pour y arriver, le ministre de la Santé compte éponger les créances des structures centrales et déconcentrées du ministère vis-à-vis de la CAMEG. Il l'a fait comprendre hier lors d'une visite effectuée aux entrepôts de la CAMEG à la ZAD et à Tengango. Au service d'information du gouvernement, Jérémy Koulibaly, désormais nouveau coordonnateur, il a été installé officiellement hier. Il remplace à ce poste Mafama Sanogo, qui a passé un peu plus de 2 ans à ce poste. Les images de cette passation dans ce trésor. Et puis, enseignement secondaire, les élèves professeurs agrégés recrutés en septembre 2021 n'ont toujours pas débuté leur formation. Cela fait 7 mois qu'ils attendent, impatients et inquiets de leur situation. Ils ont donné de la voix hier, vous les entendrez dans quelques minutes. Bonjour, ravi de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau journal. Des incendies, environ une dizaine, en un trimestre, ont décimé des dépôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux CAMEG. La CAMEG a donc besoin de restaurer ses capacités. Lors d'une visite hier aux entrepôts de la CAMEG à la ZAD et à Tengango, le ministre Robert Kargougou a dit l'engagement de son ministère à éponger les dettes vis-à-vis de la CAMEG. Fatima Tanikema. Siège social de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG à la zone d'activité diverses ZAD. C'est ici qu'a débuté la visite du ministre en charge de la santé. Ici, il a pu constater de visu ce qui reste du magasin de la CAMEG derrière le bâtiment du siège social après l'incendie du 28 novembre 2021. La suite de la visite, il l'a consacrée à une séance de travail avec les travailleurs de ce service avant de prendre la route pour Tengango. Ici, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a fait un tour dans les entrepôts. Selon lui, la CAMEG est à féliciter. J'ai pu me rendre compte du travail formidable qui est abattu par ces braves femmes et ces braves hommes pour assurer une disponibilité optimale des produits de santé et de qualité aux braves populations de notre pays. Il a été également question de la dette des structures centrales et déconcentrées du ministère de la Santé vis-à-vis de la CAMEG. Selon Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, son département doit environ 20 milliards de francs CFA à la CAMEG. C'est aussi pour moi l'occasion de traduire tout l'engagement du ministère de la Santé à faire en sorte que les créances des structures centrales et déconcentrées du ministère de la Santé vis-à-vis de la CAMEG soient épongées et que surtout nous travaillions à mettre en place un mécanisme pérenne qui évite la reconstitution de ces dettes. Ce qui serait un soulagement pour la CAMEG a laissé entendre sa première responsable. Si les dettes du ministère sont épurées, cela permettra à la CAMEG de payer ses fournisseurs. Toute chose qui permettra d'avoir un plan d'approvisionnement plus fiable. De nos jours, la CAMEG arrive à mettre à la disposition des populations burkinabées 75% des médicaments essentiels, selon Dr Anne-Marise Kabouré. Depuis 2016, on avait à peu près 60% de disponibilité, 75% malgré la pandémie, malgré la crise en Ukraine, malgré l'augmentation du coût des matières premières. Je pense qu'aucun patient ne ressent l'augmentation au niveau de son prix de médicaments et ça, c'est quand même des efforts notables à encourager malgré les dettes que nous avons. Le ministre de la Santé, lui, s'est engagé à soutenir les efforts de la CAMEG dans son processus de restauration de ses capacités de stockage. Rappelons que ces derniers temps, plusieurs de ces dépôts sont partis en fumée dans différentes localités du pays.
On reste avec la CAMEG et pour être plus précis, de novembre 2021 à février 2022, environ une dizaine de dépôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG sont partis en fumée. À chaque fois, des enquêtes sont ouvertes, mais jusqu'à présent, aucun résultat n'a été rendu public. Interrogé sur la question ce dimanche, le ministre en charge de la Santé a laissé entendre, je cite, « Les rapports indiquent que la plupart des incendies sont dus à des problèmes d'électricité ». Abdourahim Mianya. Depuis novembre 2021, l'on constate une série d'incendies dans des dépôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG. Le 27 décembre 2021, le magasin du district sanitaire de Kombisiri a été ravagé par les flammes. Dans l'après-midi du 19 janvier 2022, c'est le tour de l'entrepôt de Tenkodogo, sans oublier le magasin de Batié dans la région du sud-ouest le 24 février dernier. Présent au siège de la CAMEG à la ZAD pour une visite, le ministre en charge de la Santé a constaté le reste du bâtiment parti en fumée le 28 novembre 2021. Très réservé sur la question, il estime que les rapports indiquent que la plupart de ces incendies est dû à des problèmes d'électricité. Les premiers rapports qui nous parviennent font état le plus souvent de dysfonctionnement au niveau des circuits électriques, mais je voudrais vous rassurer que le ministère de la Santé travaille à ce que des investigations plus poussées soient mises en place afin que nous évitions de telles situations qui entravent la disponibilité du médicament. Sans donc vouloir s'étaler sur la question, Jean-Claude Kargougou estime que le plus important à l'heure actuelle, c'est de travailler malgré ces drames à rendre disponibles les médicaments au profit de la population. Et actuellement, en collaboration avec la direction générale, donc la directrice générale, nous sommes en train de travailler pour restaurer les capacités de stockage de la CAMEG. C'est extrêmement important. En plus de la série d'incendies qui a constitué un problème majeur dans la distribution des médicaments génériques, la CAMEG est aujourd'hui confrontée à la conjoncture internationale marquée par la crise en Ukraine. Le défi, selon le gouvernement, c'est d'éviter que les populations burkinabées ressentent les conséquences de cette crise en termes d'approvisionnement en médicaments. On aborde un autre point de ce journal, la passation de charge au service d'information du gouvernement SIG. Je le dis en titre, hier 10 mai, Jérémy Koulibaly, nommé en conseil des ministres du 6 mai dernier, a été installé comme coordonnateur du SIG par le directeur de cabinet de la primature. Il remplace à ce poste Mafarma Sanogo. Sans autre commentaire, cérémonie de la prise de fonction avec Michael Togré. En ces moments solennels de passation, elle aura passé un peu plus de 2 ans comme coordonnatrice du service d'information du gouvernement SIG. Ce 10 mai, Mafarma Sanogo passe le témoin à Jérémy Koulibaly, nommé en conseil des ministres. La désormais ex-coordonnatrice des actions de communication du gouvernement s'en va avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Nous avons fait de notre mieux en temps de paix comme en temps de crise pour promouvoir l'action gouvernementale, diffuser l'information officielle et coordonner les actions de communication des directions de la communication et de la presse des ministères, améliorer chaque jour notre positionnement en tant qu'acteur crédible de la communication gouvernementale, une communication indispensable pour l'éveil des consciences, l'adhésion des citoyens aux efforts de développement et la transparence dans l'action gouvernementale. Le défi pour le nouveau patron du SIG est connu. Renforcer la communication du gouvernement, surtout en temps de défis sécuritaires. Jérémy Koulibaly, un journaliste et communicateur averti, veut s'appuyer sur les acquis de la coordonnatrice sortante, mais surtout insuffler de l'innovation dans la communication des actions gouvernementales. Un adage bien connu nous enseigne que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, en y apportant naturellement de l'innovation et de l'ingéniosité dans la manière de tisser, afin d'apporter un souffle nouveau tout en consolidant l'existant. Le chantier de l'information et de la communication gouvernementale, sur lequel mon aîné Mafarma Sanogo s'est investi avec abnégation, va se poursuivre. Et comme le colibri, je ferai ma part. C'est d'ailleurs ce à quoi j'engage mes futurs collaborateurs, à faire chacun sa part,
L'enjeu de l'implémentation d'une communication gouvernementale souscrit aussi au devoir de redevabilité des gouvernants et des pouvoirs publics vis-à-vis des citoyens. Et c'est ensemble que nous sommes appelés à relever ce défi. Anciennement rattaché au ministère de la Communication, le SIG depuis octobre 2019 relève de la primature. Objectif, faire du SIG un principal acteur de la communication des actions du gouvernement. Voilà un reportage de Michael Togri qui portait la voix de Wenlasida Kaboré, politique, après l'ADF-RDA. Dans la matinée du lundi dernier, c'était au tour de l'UNIR-MPS de recevoir la visite de la délégation de l'UPC dans la soirée de ce même jour. Objectif de cette visite, échanger sur la situation sécuritaire, sur l'avenir sociopolitique du Burkina Faso et sur la refondation de l'état de droit. Le pays est dans un contexte particulier et pour le président de l'UPC, les partis politiques doivent jouer leur rôle et mutualiser leurs forces. Maxime Jean-Yves Bambara. Une délégation de l'UPC conduite par son président en visite au siège de l'UNIR-MPS. Selon Zéphirin Diabré, cette visite est la continuation d'un dialogue qui se poursuit entre deux formations politiques qui se connaissent très bien. Au regard du contexte particulier dans lequel se trouve le Burkina Faso, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, sur la refondation de la classe politique et sur les relations bilatérales entre les deux parties. Faut-il alors s'attendre à une fusion des deux parties? Le président de l'UPC semble avoir du mal à se faire comprendre. J'ai cru que vous avez bien compris. Dans nos statuts de nos différents partis politiques existent toutes les formules possibles de se mettre en commun pour des combats. La fois passée, on a eu des combats communs. On était ensemble au CFA. Vous vous rappelez pas? Oui, on a même fait des choses grandioses dans ce pays-là ensemble. Ensuite, on s'est retrouvés dans le cadre de la majorité. Donc ça veut dire que travailler ensemble n'est pas un problème pour nous. Et si demain l'occasion se présente, je parle sous le contrôle de maître ici. On n'aura aucun problème à travailler ensemble, pourvu que ce soit pour le bien de Burkina Faso. Du côté de l'UNIR-MPS, l'on affirme que l'union fait la force, mais difficile également pour son président, maître Benouende Stanislas Sankara, de parler de fusion. Pour ce dernier, les priorités sont la paix et la refondation d'un État de droit. Ce qui nous intéresse et nous engage et engage nos partis, c'est vraiment l'intérêt général, comment notre peuple, comment notre pays va très rapidement renouer avec la paix, la quiétude sociale, faire face à tous les défis et très rapidement qu'on renoue aussi avec un état de droit refondé qui prenne en compte toutes les aspirations des Burkinabés. Avant cette visite de l'UNIR-MPS, le président de l'UPC et sa délégation étaient un peu plus tôt dans la matinée de ce lundi 9 mai au siège de l'ADF-RDA. On aborde à présent le troisième grand titre de ce trésor, enseignement secondaire. Les élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire recrutés depuis septembre 2021 s'impatientent car toujours dans l'attente du démarrage effectif de leur formation. Inquiets de leur sort, ils se sont mobilisés ce mardi 10 mai devant le ministère en charge de l'Éducation nationale pour interpeller leur ministère de tutelle. Maxime Jean-Yves Bambara dans ce reportage. Mécontents de leur situation, les élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire donnent de la voix pour interpeller leur ministre de tutelle sur leur sort. Cette première promotion, recrutée depuis septembre 2021, attend toujours sa rentrée scolaire pour sa formation qui devrait normalement débuter en octobre dernier. Après avoir animé une conférence de presse et développé plusieurs autres initiatives pour essayer de comprendre ce qui bloque, ces derniers disent être toujours dans le flou et l'inquiétude. Si on nous a recrutés, je pense que la loi 081 dispose que après avoir obtenu un concours, on doit suivre une formation. Et cette formation tarde à venir. Cela pose des inquiétudes graves parce que nous nous demandons si l'année finit, finalement en termes de carrière, comment cela va être pris en compte dans nos carrières, parce que c'est des préjudices que nous subissons. Ensuite, même si nous décidons de commencer actuellement, comment nous allons faire pour pouvoir finir le contenu que nous devons apprendre? C'est vrai que nous sommes disposés à la flexibilité, mais nous estimons que les choses urgent. Nous avons déposé une demande d'audience auprès des ministres depuis le 15 avril. Et jusque-là, nous n'avons pas de réponse. Donc, c'est comme si nous avons le dos au mur. Nous ne savons pas trop quoi faire.
Leur inquiétude est d'autant plus grande que l'année scolaire 2021-2022 tire à sa fin. Après quelques temps de mobilisation devant le ministère, ils ont finalement été reçus par le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale et le directeur général des lycées scientifiques, de la préparation à l'agrégation et des cours préparatoires. Rencontre à l'issue de laquelle leur inquiétude a été plus ou moins levée. Ça a été des échanges assez francs et des engagements ont été pris de la part justement du ministère, mais également de la direction générale des lycées scientifiques et de la préparation à l'agrégation, que en début de semaine prochaine, nos cours vont commencer, notre formation va commencer. Donc nous les prenons au mot, parce que c'est un engagement qui a été pris. Il faut que ça soit réalisé d'abord, avant que véritablement on ne puisse, en tout cas, dire autre chose. Mais une question demeure, comment ce retard de 7 mois sera-t-il rattrapé? Ces élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire attendent le démarrage effectif de leur formation avant d'envisager la suite. À noter que l'effectif total de cette première promotion est de 60 recrues. Incident à la mine de Percoa, le collectif pour un peuple uni dénonce une mauvaise gestion de la crise et pointe du doigt le gouvernement. Le collectif, face à la presse hier dans la matinée, a dit avoir fait un tour sur les lieux pour mieux comprendre la situation. Les membres du collectif pour un peuple uni sont revenus sur les raisons de l'éboulement de la mine et sur les non-dits dans la gestion de l'incident. Un rappel, c'est depuis le 16 avril dernier que les 8 mineurs sont bloqués sous terre dans les galeries de la mine. Sarah Kaboré, ou Elassida Kaboré. Le collectif pour un peuple uni, CPPU, est très remonté contre la gestion de la crise à la mine de Percoa. Selon les conférenciers, il y a beaucoup de non-dits sur cette affaire. Le drame de Percoa n'est pas seulement dû aux eaux de ruissellement comme l'a annoncé les responsables de la mine. Cette situation est arrivée à cause de la présence dysfonctionnelle d'une digue d'eau et les responsables étaient bel et bien au courant du danger, fustige Abdallah Ouattara. C'est pas l'eau de ruissellement. Il y a des digues qui ont été construites là-bas. Et il y a une digue où il y a de l'eau qui a été starientée, au fait qu'ils ont retenu là-bas, dans la mine, et qui sert pour des traitements des choses de minerais. Et il y a eu une information où on les avait relevé l'information à temps que ce digue-là allait céder. Ils n'ont pas pris ça en compte, comme d'habitude. C'est cette digue-là qui a fait circuler l'eau, qui a débordé. Ce n'est pas tout. Le collectif pour un peuple uni pointe du doigt la responsabilité du gouvernement dans la gestion de la crise, tout en relevant des dysfonctionnements de la cellule de crise installée pour la circonstance et le manque de moyens pour la prise en charge des familles des victimes. Abdallah Ouattara et ses camarades exhortent le président du Faso à se rendre lui-même sur les lieux pour trouver des solutions idoines. Cette soi-disant cellule de crise-là, c'est installé au commissariat. C'est dans une maison simple. Ce jour-là, nous sommes arrivés, même il n'y avait même pas d'électricité. Qu'il y avait coupure. Ils ne sont même pas à mesure au fait, de se trouver, il ne serait-ce qu'un groupe électrogène. Au fait, il n'y a même pas de conditions au fait, nécessaires du matériel même pour travailler. Pas d'électricité, on était assis dans le noir et les familles de ces 8 mineurs sont laissées à eux-mêmes. Il y a juste un hangar, on a vu des dames qui sont couchées là-bas, on nous présente que c'est les familles des mineurs. C'est ça leur cellule de crise. À travers vos médias, je lancerai cet appel à exhorter le président d'Amiba à se rendre sur le site pour s'acquérir de la réalité. Je crois bien qu'il est un président de terrain et non de bureau. À la chambre, là où ils sont refusés. Paraît que cette chambre-là est conçue pour recueillir 21 personnes. Et toute la nourriture, l'eau, l'oxygène qui est là-bas est censée maintenir maxi 1 mois. Et c'est ça qui nous donne l'espoir aujourd'hui. Sur cette note d'espoir, le collectif pour un peuple uni appelle à la mobilisation de tous les Burkinabés. En rappel, c'est depuis le 16 avril que les 8 mineurs sont bloqués sous terre dans les galeries de la mine souterraine de zinc de Percoa. Et pour terminer, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a rejeté le dossier de candidature à la présidentielle 2023 qui est intervenu lundi dernier en son nom, mais sans consentement. Il a remercié ses compatriotes qui ont entrepris l'initiative et a prié le public de ne pas tenir compte de la démarche. Ces derniers mois, il y a eu des spéculations selon lesquelles Goodluck Jonathan se présentera à la présidentielle de 2023. Les rumeurs avaient laissé croire que l'ancien président, qui n'est pas membre du parti au pouvoir APC, devait quitter
quitter son parti, le PDP, pour se présenter à la présidentielle. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a rejeté un formulaire de candidature à la présidence, affirmant qu'il avait été acheté sans son consentement. Le formulaire était destiné au parti au pouvoir, le All Progressive Congress dit APC, qui a battu Goodluck Jonathan en 2015 après 5 ans au pouvoir. Lundi, un groupe de supporters a acheté un formulaire de nomination en son nom, poursuivant la tendance des aspirants à utiliser des procurations pour acheter le formulaire. Par la suite, un communiqué du porte-parole de l'ancien président a déclaré que M. Jonathan, qui est un leader du principal parti d'opposition du pays, le PDP, n'était pas au courant de cette démarche et ne l'a pas autorisé. Mettant fin à un long suspense concernant sa candidature pour succéder à Muhammadu Buhari qui devrait rendre le tablier en 2023. Les principaux partis politiques nigérians devraient organiser leurs primaires dans le courant du mois afin de respecter la date limite du 3 juin fixée par la commission électorale. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain 13h pour un autre journal. D'ici là, prenez soin de vous.